Renzel de Washington, je suis humoriste, activiste. Je suis ici en entrevue pour le média à gauche. Comment tu te situes politiquement? De gauche, libéral ou tu ne souhaites pas te positionner? Écoute, je je trouve que la politique, c'est tellement délicat au sens où j'ai vécu beaucoup de temps en France, puis quand je suis arrivé, j'ai compris à quel point on parlait pas le même langage, on n'avait pas le même degré d'éducation aussi, et de discours et de débats publics sur les choses qui nous concernent. Moi, je suis à l'aise de dire que je suis socialement de gauche, mais fiscalement de droite. Euh, je suis très à l'aise de le dire, mais je suis aussi, j'ai aussi une règle d'avoir ces conversations-là avec quelqu'un qui me donne l'impression que son niveau d'éducation est égal au mien. On va pas refaire la planète ensemble, on part sur les mêmes bases. Comment vois-tu l'évolution de la société québécoise? J'observe qu'il y a une différence, au sens où la conversation de gauche et de droite, c'est quasiment nouveau. Le Québec dans lequel j'ai grandi, les gens se battaient à savoir qui était essentiellement le plus à gauche. Le Québec, ça fait sur ouais, on va dire 50, euh, abstrait des 20 dernières, on va dire les 30 années d'avant, était un Québec qui était en train de se bâtir. Les cégeps datent de la fin des années 60, je crois. Dans un endroit où le taux de diplomation postsecondaire était extrêmement bas, mais genre moins de 50%, mais de loin. Là, je te parle même pas secondaire 5, tu vois. Euh, on était en train de construire, les grandes villes, les industries, euh, mais aussi dans une position intéressante où énormément comment ils appellent ça, là, bureau chef canadien était à Montréal, stratégiquement, parce que au Canada, c'était bien d'avoir de l'anglais, du français. Montréal était ces deux choses-là. Puis avec le référendum, c'est passé des choses. Le premier et ensuite le deuxième. Où euh, il y a eu une polarisation du pro-Québec, anti-Canada, dans lequel quelqu'un comme moi, quand je suis adulte, de se rendre compte à quel point le Québec peut être un joueur stratégique dans le Canada, mais à cause de ces conversations-là, est pas un bon partenaire. Euh, Ouais, la conversation de gauche et de droite, c'était pas, de dire on va faire des programmes d'aide, on va essayer d'élever le bas pour le monter vers le haut, créer une classe moyenne forte. C'était ça, là, les années 80, 70, 80, 70, 80, 90. Euh, Puis aujourd'hui, les conversations du reste du monde nous affectent, notamment la polarisation autour de post-11 septembre. Ça, ça a changé le Québec. Moi, je suis arrivé en France, OK? J'y ai vécu plutôt ma vingtaine. Mais j'ai grandi au Québec. Euh, Étant un enfant, mon père avait son frère et sa sœur qui vivaient aux États-Unis, puis mon père était très près de son frère et sa sœur. Ma mère était infirmière, donc elle travaillait tous les deux week-ends. Puis il y a une période dans ma vie, comme on va dire, entre 5 ans et 15 ans, où j'étais à New York tous les deux week-ends. Pré-internet dans un, j'étais bien différent des gens, déjà des jeunes avec qui j'ai grandi. Puis, à savoir que le monde n'est pas le Québec, mais à m'être fait dire toute ma vie que le Québec, c'est le petit cousin de la France, que la France, c'est comme le Québec, mais en gros, moi qui grandis ici, je me dis ça. Mais quand j'arrive là-bas, je découvre des choses comme, ah, c'est quoi? Au sens où les Juifs, c'était une idée, les Juifs comme les musulmans, c'était une idée, c'était une idée, man. Comme moi, j'ai grandi, c'est pas des gens de côtoyer. Puis, je t'explique. Au Québec, au primaire, ils avaient, comme moi, j'étais à l'école primaire, des cours de religion. OK? Puis quand il y a des jeunes qui sortaient de la classe au moment du cours de religion, ils allaient faire un cours qu'ils appelaient un cours de morale. Moi, toute ma vie, ces gens-là, c'était des juifs et des musulmans. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'était les chanceux qui n'avaient pas à entendre parler de Jésus pour une autre année. J'ai jamais compris que c'est des gens qui avaient une autre religion. Tu sais, au sens où
La religion des dents, à ce moment-là, était toute chose considérée tellement accessoire. C'est ce que j'essaie de... Tu sais, il y a des dangers là-dedans parce que c'est bien d'apprendre à connaître l'autre, mais aussi, aussi, tu vois, ça, tu sais, d'un côté ou de l'autre, je te disais, moi, pour moi, les musulmans comme les juifs, c'était un concept qu'en vrai, j'en avais dans ma classe. Mais comme ils partaient à morale, nous, on restait dans notre délire de Jésus, puis... Puis c'était pas plus compliqué que ça, même que la plupart d'entre nous dans la classe, on aimerait être avec eux en morale, tu vois. Euh, euh, fait que, je suis pas sûr qu'un jeune de l'âge que j'ai quand je te dis ça, là, l'éducation, je suis pas sûr qu'ils sont dans le même endroit. Je te dis pas que c'est mieux, je te dis pas que c'est pire, c'est bien de pouvoir reconnaître l'autre, de savoir que l'autre a des valeurs différentes, pas meilleures, pas plus, mais juste, tu sais, qui viennent d'ailleurs. Les autres, tu vois, juste là, tu sais, parce que le Québec dans lequel je vivais est un Québec où, là où j'ai grandi, où il y avait une pression énorme de rentrer dans une espèce de moule de, je, de par ma couleur de peau, de par ma présentation, je suis clairement pas québécois. Puis, je vais tester tout au long tu sais, quand je sors de chez moi, quand je suis en minorité, par des adultes qui veulent savoir à quel point tu te sens québécois. Tu sais, là, on est à peu près dans les années où ça bout vers le référendum et tout, tu vois. Tu sais, fait que toi, tu t'es un enfant, tu veux appartenir, tu vois, genre rendu là, fait que, tu sais, je rentre dans des courses différentes pour essayer de rentrer dans le moule du Québécois modèle, tu vois. Est-ce que tu observes un basculement très à droite dans les médias québécois? J'ai envie de te dire ce que j'ai vu dans les médias, c'est qu'il y a il y a maintenant une diversité dans qui est le méchant. Quand j'étais petit, il y avait deux méchants. Il y avait les Hells Angels puis les motards, qui étaient comme les méchants, les méchants qui sont les méchants, mais les méchants qu'on aime bien. Tu vois, au sens où c'est un peu des Robins des Bois. On accepte qu'ils sont illégaux et dans l'illégalité, puis qui tuent du monde, puis qui font de la traite de personnes, puis qui font de la vente de stupéfiants, mais c'est les méchants qu'on aime bien. Puis de l'autre côté, il y a les gangs de rue qui sont les méchants qu'on aime. OK? Ça, c'était les seuls deux méchants. Puis là, aujourd'hui, il y a une diversification du méchant, notamment l'islam et les musulmans. J'ai des conversations que j'ai en ligne en parlant de Mathieu Bock-Côté, que je suis capable de mettre à côté de Guy Lepage, que je suis aussi capable de mettre à côté des conversations de la plus extrême de la droite. C'est qu'il n'y a pas assez de nuances entre les deux. Tu vois, je dis souvent, moi, je suis dans le show business, ça fait 25 ans. Puis on m'a demandé quand il y a eu MeToo, qu'est-ce que tu penses de MeToo? Je vais te dire ce qui est difficile. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, puis, tu sais, 17 ans, 20 ans plus tard, c'est dur de prouver. Mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Pas personne n'a pu dire parce que j'ai été égal à moi-même toute ma vie. Quand toi, tu as plusieurs affaires parce que les gens sont comme, ouais, mais regarde ça, mais regarde ça, mais regarde ça. Tu sais, à un moment donné, quand il y a beaucoup de fumée, c'est peut-être parce qu'il y a un feu. Maintenant, tu sais, à quel point gros il est le feu, je présume que ça dépend d'à quel point tu es concerné par le feu. Tu vois, si le feu, il est à 2 blocs de chez vous, eh, mais si le feu, il est dans ta cour, comme pour les gens qui nous ressemblent, ouais, ça change la perspective. Fait que c'est comme ça qu'un Guy Lepage peut s'asseoir en face des parents de Bissonnette puis d'humaniser leur histoire quand, je veux dire, euh, il n'y a aucun intérêt de gens tout ce qu'ils ont à nous raconter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils ont été capables d'élever quelqu'un d'aussi horrible. Parce que, quand je vois la sympathie, l'espace qu'on peut donner aux parents de tueurs par rapport aux trucs qu'il aurait vécu, moi, je les ai jamais vus avoir cette patience pour pour ce que les musulmans de Québec individuellement ou en groupe, aient vécu en amont de ce qui s'est passé à Québec, quand ça s'est passé à Québec, et des années plus tard, comment ils se sont perçus à Québec. Je ne l'ai jamais vu. Mais tu avais du temps pour la mère et le père du tueur. Chez nous, il y a une expression qui dit « Yeah, maman ».
Je peux pas te dire autre chose. Toi et toute ta famille, Mojo. Y a-t-il une backlash des luttes antiracistes? Je veux dire, il n'y a pas de backlash à partir du moment où les efforts n'étaient pas euh, honnêtes. Tu sais, il y a des gens comme moi sur le terrain, euh, autant que toi, puis bien des gens sur Internet, une grande majorité de gens sur Internet peuvent me reconnaître moi comme un activiste antiraciste, moi haine, l'antiracisme en général, le profilage racial de manière spécifique. Tu ne trouveras pas une entrevue de moi à Radio-Canada, à TVA ou à Nouveau qui parle de ces choses-là. Parce que, puis je dis moi, c'est pas obligé d'être moi, mais quelqu'un qui a le même niveau de discours. Tu sais, au sens où, tu veux pas me parler, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui a le même niveau de discours qui existe sur cette plateforme-là pour dire, ben, tu sais, voici où est-ce que beaucoup d'entre nous on est. Tu vas toujours être capable de trouver un noir qui dit, ben non, c'est pas si pire que ça. Mais le, c'est de ça que ça a l'air quand c'est malhonnête. Parce que on l'a connu, ça, vis-à-vis du féminisme, vis-à-vis des viols des femmes. Tu pourras trouver une femme qui dit, ben non, là, les gars sont pas si pires que ça. Mais ça ne fait rien pour les femmes qui lèvent la main. Sens où la raison pour laquelle on est en train d'avoir ces conversations, c'est parce qu'il y a des gens qui ont levé la main. Des concitoyens, des êtres humains, des gens qui existent dans l'espace avec toi. Puis toi, tu choisis constamment de donner le micro à des gens qui sont en accord avec toi et qui invisibilisent les gens qui ont fait en sorte que ce combat ou cette conversation-là fasse partie de là où on est aujourd'hui. Moi, tu sais, tu m'as parlé de Patrick Lagacé. Et puis il y a bien des gens, les gens qui disent, tu sais, c'est un branding de dire que j'ai convaincu Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, c'est un adulte, c'est un être humain, c'est un gars qui est plutôt intelligent, puis un gars qui n'a pas peur de se remettre en question. Je dois lui donner ça à 100%. Maintenant, est-ce que c'est un homme blanc, voulant dire avec tous les défauts tu sais, je dis, il n'a pas peur de se remettre en question. Se remettre en question, c'est une question de niveau, oui, frère. Tu sais, les gens qui décident de tout donner et recommencer leur vie, c'est juste que, tu sais, il y a des niveaux de où est-ce que tu es prêt à te remettre en question. À quel point est-ce que cet homme blanc-là est capable de faire sans son privilège pour se remettre en question réellement? I don't know him like that. Mais dans le cadre de la conversation que j'ai avec lui, moi, je fais une vidéo sur Internet, je reçois un message du gars, sachant que quand je fais une vidéo réponse ou c'est un peu comme eux, quand ils parlent de nous, ils ne nous parlent pas à nous, ils parlent à leur public de ce qu'ils pensent de nous. Mais moi, quand je parle sur Internet, je parle à mon public, d'une autre personne publique et mon chemin de réflexion par rapport à un événement donné. Je parle pas avec lui. Si lui veut me parler, sure, mais je ne parlais jamais avec lui. Et Renzel, j'ai vu, puis c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il me follow, ouais. Je savais pas. Je savais pas parce que son Instagram, c'est un Instagram bizarre. Puis il me dit, ouais, j'ai vu ta vidéo, tout ça. J'ai été un peu choqué, je vais pas te mentir, mais si ça te dérange pas, j'aimerais ça avoir la conversation avec toi. J'ai pas convaincu un gars, j'étais avec un gars qui était comme, moi, j'ai appris jusqu'à maintenant que ça, c'était correct. Puis là, il y a quelqu'un qui me challenge, puis à quel point je suis attaché à ça. Et non, quelqu'un qui est fondamentalement pas raciste, si des noirs, pas un noir, pas deux noirs, mais assez de noirs disent, ouais, ça nous dérange, même s'il ne comprend pas, il va dire, ouais, à quel point je suis attaché à ça. C'est pour ça que Guy Lepage, il est trop proche de Mathieu, il est trop proche des groupes de... Parce que c'est quelqu'un qui, 20-25, après que son chum Patrick Lagacé a fait un truc dans le journal, a fait toute une verbalisation sur la chose, il fait quand même le choix après tout ça, parce qu'il n'est plus dans le je savais pas. Non, là, tu sais, j'étais tellement content quand Patrick a fait l'article, parce que c'est comme, Patrick, les Blancs, ils m'écoutent pas. Tu sais, tes collègues, toi, tu as choisi de traverser la ligne. Mais la grande vérité, la Guy Lepage, tu sais, il s'assoit une fois par année avec un noir pour être capable de dire qu'il n'est pas raciste, mais tu sais, ça risque d'être le noir le plus riche qu'il connaît. Tu comprends, Dieu? Ou avec le plus haut profil qu'il connaît. Ça sera jamais avec une sommité dans les choses, avec les conversations que ce gars-là devrait avoir avec nous, que ce soit des musulmans, que ce soit des personnes LGBT, que ce soit des personnes
africaines, que ce soit des activistes antiracistes, que ce soit toutes ces choses-là, au sens où quand il y a le temps de parler des problèmes de bullying à l'école, il y a toujours un psychologue. Mais quand il y a le temps de parler d'un policier qui vient de presque tuer un jeune noir, pourquoi t'as vu de Varda, Big? De quoi tu me parles? Parce que t'es malhonnête. Tu veux pas vraiment avoir la conversation. Parce que si on est en temps 20-25, puis dans ton Roladex, t'as pas déjà les gens avec qui tu parles comme si c'est pas des problèmes récurrents chaque année. C'est que, je veux dire, quelqu'un d'intelligent tu sais, a fait les points, va dire, gars, on le sait t'es qui, là. On le sait t'es qui. C'est juste là, maintenant, on va arrêter de faire semblant. On va te dire, on sait t'es qui, t'es un raciste. C'est quoi ta lecture de la façon dont le racisme s'articule dans la société québécoise? Tu sais, une des grosses composantes du racisme en 2025, ça doit être notre capacité de regarder, franchement, la capacité d'un homme avec le degré de pouvoir de ces gens. Puis là, on a nommé des hommes, mais les femmes dans ces positions sont pas mieux. Tu sais, donc, on parle de médias. Euh, D'être capable de créer de la sympathie ou de demander, de nous demander de ne pas les juger, par leurs actes, mais par leurs intentions et d'ensuite de les juger individuellement. Tu vois? Maintenant, il y a des gens qui font quelque chose quelque part. Qui a dit que parce qu'on a des choses en commun, qu'on est tous la même chose? Cette manière de groupiser les gens, quand tu es un média intelligent, puis tu es comme, OK, mais faisons une lecture là. Qu'est-ce qu'on a gagné, les gars? Qu'est-ce qu'on a gagné, les gars? Où est-ce qu'on s'est avancé? Non, la même façon qu'il... Tu sais, est-ce que tu t'es déjà dit que des fois, quand je vois la peur de certaines personnes blanches vis-à-vis des Noirs, la peur, si je suis capable de la mettre en mots, c'est celle de se dire, si un jour ils ont le pouvoir, ils vont nous faire ce que nous, on leur a fait. Et c'est faux. Et c'est complètement faux. Ça vous appartient à vous. Au sens où, déjà, d'une part, tout ce que ça sous-entend, c'est que tu vois depuis tout ce temps ce que vous nous faites. Et d'abord, c'est de ne pas voir le travail d'activiste comme moi, mais moi, je suis rien. Il y a du monde qui sont là-dedans. Ou est-ce que tous ces gens-là, leur message depuis des centaines d'années, essentiellement, c'est de dire, nous, on veut juste être traités justement. Il n'y a jamais eu de sentiment de revanche, quel qu'il soit. Jamais. Jamais. Fait que, tu sais, moi, je dis Dieu merci l'Internet parce que moi, j'ai vécu dans un temps où est-ce que, je dis Patrick Lagacé, mais c'était pas l'Arcan avant, où ces gens-là, c'était la voix unique du Québec qui existait. Les gens, s'ils s'informaient, c'était la seule manière qu'ils s'informent. Moi, frère, je fais 2 millions d'impressions par mois. C'était des. Moi, j'éduque beaucoup de Noirs, oui, je converse avec énormément de Noirs, mais tous les jours, il y a des Blancs qui se joignent au groupe. Parce que fondamentalement, il y a plus de Blancs qui pensent comme moi que de Blancs qui pensent comme eux. Mais il y a quelqu'un quelque part qui s'est rendu compte, comme dans le manque de diversité réelle à la télé, là. Je te parle pas de ce qu'ils font dans des mathématiques bizarres, mais ils ont dit, si on devait faire une émission de télé, tu sais, c'est comme un peu, c'est comme si on faisait faire une émission de télé, on les laissait être comme ils sont. Tu sais, moi, je regarde une émission américaine qui s'appelle Power, OK? Le personnage principal, c'est un noir, c'est basé autour de lui et sa famille, mais son meilleur ami associé, c'est un blanc. Il a une maîtresse qui est avocate, qui est latina, tu vois. C'est un casting très diversifié, tu vois. Euh, mais si ça marche au Québec, une émission de télé avec que des Québécois comme on sait le voir, il y aura plus de besoin d'être. Donc, on ferme les portes aussi longtemps que c'est possible parce que le jour où eux, ils ont le pouvoir, ils vont nous faire ce que nous, on leur fait. Moi, c'est l'éducation que le Québec, le show business m'a donné dans le Québec. Comment le showbiz québécois imagine-t-il les racisés? De manière générale, qui nous sommes dépasse leur imaginaire. Sens où, tu sais, dis-toi que tous les Noirs et tous les Arabes que tu vois à la télé, ils viennent en paquet de 1. C'est des gens qui, leur partenaire est souvent blanc, leurs meilleurs amis sont blancs. Donc, si par exemple, le show business devrait déborder dans leur vie, elle reste blanche. Toute chose considérée. Tu sais, moi, je travaillais dans une boîte de prod. J'étais le responsable d'une division télé dans une boîte de prod qui faisait surtout de la pub.
Puis là, je te parle, je suis avec des gens qui sont mes associés, je suis associé dans la boîte. Puis je parle, c'était mon 35e anniversaire. J'invite mes associés à venir. Ils viennent à mon anniversaire. Déjà, ils arrivent en bas, ils sont gênés, tout ça. Mais c'est des gens qui... Maintenant, le lundi au travail, je parle avec un des gars, puis il me dit, je peux te dire quelque chose très honnêtement. Puis je l'ai pas mal pris, hein, parce que moi, je préfère l'honnêteté à la bullshit, tu vois. Puis il me dit, je me suis, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, je m'étais dit, ah, si je vais à ton mariage, je pensais que tout le monde serait blanc. Oh, quand je te dis, qui nous sommes dépasse leur imaginaire. Tu vois, le ghetto, là, il y a les Noirs, il y a les Arabes là-bas, c'est loin. Mais tu sais, le Noir, l'Arabe qu'ils connaissent, toi, t'es pas pareil, t'es pas comme les autres. Ça se trouve, pour eux, ils disent pas, mais ce qui est sous-entendu, c'est que toi, tu traînes pas là-bas, t'existes pas là-bas, t'es un individu. Tu sais, à Radio-Canada, il y a plusieurs personnes noires à l'antenne, radio-télé, OK? Mais il y en a zéro qui ont été élevés par des parents noirs. Ça me va. Mais c'est inquiétant que vous ayez réussi à trouver que ça. Je dois dire, fondamentalement, des Noirs, il y en a beaucoup. Mais si à Montréal, il y a 100 000 Noirs, il y a 10 adoptés, vous avez trouvé les 10 pour les mettre dans votre télé. C'est incroyable. Pendant ce temps-là, quand vous n'avez pas trouvé de ce qui s'adonne à être la majorité d'une réflexion d'un peuple, puis de leur donner de la place, sachant que toi, tu as dit, moi, les Noirs, je les adore, mais je veux juste que tu saches que le problème, je veux que tu saches que c'est jamais la couleur de peau le problème. Tu vois, laisse-moi te montrer ces exemples, ces gens-là, Maintenant, si tu grattes un peu, tu vas te rendre compte que ces gens-là, ils ont été élevés par des parents blancs, puis culturellement, ils sont exactement comme moi. Mais je t'ai prouvé que la couleur n'est pas un problème. Magie. Et Rebecca McConnell qui a révélé dernièrement qu'elle a menti toute sa vie disant que un de ses parents est blanc. Que, en vrai, qu'elle est métisse, mais que pour de vrai, elle est noire. Son père est noir, sa mère est noire. Puis là, je suis comme. Puis là, tu vois, mais bon, son père est décédé à l'âge de 2 ans, elle a été élevée par sa mère blanche uniquement, sa mère adoptive, essentiellement blanche depuis l'âge de 2 ans. Puis c'est la révélation qu'il y a beaucoup d'entre nous dans le show business qui avaient cette impression qu'il fallait avoir un parent blanc pour réussir. Puis Rebecca nous a montré qu'on peut l'inventer. C'est, tu sais quoi, genre, Black History Month, gros cadeau. Genre, je veux dire, tu veux réussir au Québec, dans le show business, tu veux avoir une place. Tu sais, crée-toi une histoire où est-ce que, c'est ton parent blanc qui t'a élevé. Que t'es métisse aussi. Quel regard portes-tu sur les humoristes racisés comme Anas ou Adib? Le truc, c'est que je connais pas, je suis pas quelqu'un qui connaît bien Adib. Anas, c'est quelqu'un avec qui est de ma génération d'artistes, on va dire. Fait qu'on on joue les mêmes scènes, on se côtoie, pour vrai. Euh, Adib joue devant des blancs, nous, non. On va commencer par ça. C'est, euh, quelqu'un a payé très cher un billet, même quand tu lui dis t'es laid, il rit un peu. C'était un humoriste, c'est un peu ton travail. Puis ça se trouve, son spectacle, puis tu sais, je veux pas trop critiquer parce que je l'ai pas vu. Je veux même pas critiquer en vrai parce que je l'ai pas vu. Mais, mais moi, quand je fais de la scène, oui, je fais de l'observation sur certaines choses, mais je parle vraiment de racisme. Tu vois, je veux dire, parce que quand je suis dans une salle, il y a des blancs dans ma salle, il y a des arabes, mais il y a surtout des noirs, OK? Mais les autres qui sont là, on n'est pas les responsables du racisme. On, on, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie de parler des hateux dehors. On est là pour se faire triper entre nous. Tu vois? Lui, il est devant les hops. Je ne saurais pas ce que c'est d'être lui. La grande vérité, je ne saurais pas ce que c'est d'être lui. C'est avec énormément de respect et de révérence que je dis ça. Tu vois? D'être dehors, puis que quelqu'un ne te reconnaît pas, puis tu sais, t'as une tête d'arabe, tu te fais arrêter par la police, ça se passe pas très bien. Et là, derrière, tu dois aller dans un spectacle, puis tous les hommes dans la salle ont l'air du politique qui t'a accosté tout à l'heure. Je ne saurais pas ce que c'est. Je ne saurais pas ce que c'est. Fait que on fait pas, on fait, je veux dire, on fait le même métier, on est tous des humoristes, mais limite,
Tu sais, j'ai envie de te dire, il y a quelqu'un il y a longtemps, c'est un grand manager c'est un grand manager dans le stand-up qui m'a dit, tu sais, on parlait de Sugar Sammy, puis je lui disais, tu sais, Sugar Sammy, pour moi, et il fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire de l'humour. J'ai toujours voulu en faire, mais j'ai jamais cru qu'il y avait un chemin, tu vois. Puis Sammy, c'était comme une preuve qu'il y avait peut-être un chemin. Puis, je parlais avec ce gars-là qui est un grand gérant d'artistes, d'humoristes québécois. Puis, tu sais, j'essayais de lui voir comment ça se fait que l'industrie répond pas à développer plus d'humoristes, on va dire, de couleur, ou juste pas le modèle de base. Tu sais, voyant le succès de Sugar Sammy, sachant qu'à ce moment-là, Sugar Sammy, c'est le meilleur vendeur québécois, puis il fait même pas de tournée, il est juste à Montréal, tu sais. Puis le gars, il n'y a rien à me dire d'autre que de dire, ouais, mais Sugar Sammy, il fait du stand-up. Tu sais, nous autres, on fait de l'humour. Tu sais, puis je l'ai mal pris, moi aussi. Puis maintenant que je fais le métier, je vais te dire que c'est pas tous les gens qui ont ma couleur qui font du stand-up. Il y en a beaucoup qui font de l'humour. Puis le stand-up, fondamentalement, est politique. Mais il est politique au sens où je ne suis pas sûr que des gens comme Rachid, comme Adib, parce que leur public est extrêmement blanc, je sais pas s'ils peuvent se permettre de dire certaines choses qui pourraient être reprises par Martineau, puis instrumentalisées dans un sens qui n'est pas ce qu'ils auraient voulu dire. Tu sais. Ils ont la corde au cou. Parce que leur public, c'est un public qui a une éducation minimale sur les choses, qui est super exposé à ce genre de trucs, qui aussi, leur public probablement ne peut pas faire la différence entre eux et Richard. Fait que si Richard dit que t'es de la merde, ah, ok, je sais. Tu vois, je veux dire, tu sais, moi, je pensais que t'étais un de nous autres, mais Richard dit t'aimes les frères musulmans, que t'as retweeté un tweet des frères musulmans. C'est, moi, je me souviens d'avoir vu, c'est une célébrité québécoise, un noir, tu sais, qui sortait avec une femme blanche. Puis peut-être l'image, pour toi, tu vas la comprendre, peut-être les gens à la maison, je sais pas, mais puis c'était l'anniversaire de la fille. Tu sais. Puis nous, dans nos cultures, ils vivent ensemble, le gars et la fille. Puis dans ma culture, si moi, je vis avec une fille, ça veut dire que toute ma famille la connaît. C'est ma famille immédiate. Puis quand tu es quelqu'un comme moi, oui, j'ai des amis, mais mes amis ont toujours été mes cousins aussi. Au sens où, tu sais, quand c'est mon anniversaire, ces gens-là, fait que quand c'était mon anniversaire, si t'es ma copine, t'es là, puis il y a des liens, tu sais. Le gars, c'est l'anniversaire de la fille, il est chez la fille, chez lui, ils vivent ensemble, mais ouais, mais il est seul, le seul noir. Tout le monde est blanc. Il y a comme 45 personnes chez lui. Et c'est sa story parce que moi je le suis lui, et tout le monde est blanc. Et je suis comme, je, 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 je- pour moi c'est une détresse mentale d'être chez moi, de célébrer l'anniversaire ma copine, puis de me rendre compte que je suis à l'intérieur des murs les plus safe de chez nous, et tout le monde est blanc. Est-ce difficile d'intégrer la société blanche québécoise en tant qu'artiste racisé? Disons que moi et mon groupe d'amis, incluant Anna Susama, moi, Erickson, tu vois, on s'assoit, on écrit une série. Puis la série, on l'écrit, puis on aime ça, on trouve ça drôle. Ils nous donnent l'argent, on la tourne, OK? On fait des tests devant le public, qui est le public qui nous ressemble, ils aiment ça. Mais si Monique Ambeau n'aime pas ça, ils sont comme, ah non, on va pas le faire. Tu sais, cette idée que d'autres gens puissent avoir d'autres goûts, tu sais, c'est quoi le terme que tu as dit tout à l'heure? C'est une politique assimilationniste. Si tu n'es pas comme ça, on t'efface. Fait que nous qui écrivons quelque chose qui nous ressemble, qui peut-être pour Monique Ambeau, je trouverais ça intéressant parce que ça lui permettrait d'humaniser des gens. Tu sais, moi, je fais Bad Boys du Rire depuis que j'ai commencé l'humour, donc 8 ans maintenant. Puis, à un moment donné, on a fait un spectacle qui était dans un festival, un festival qui n'existe plus aujourd'hui. Puis, je sais pas comment, il y a un monsieur qui se retrouve là, mais c'est un monsieur qui est connu dans l'humour, c'est un monsieur qui est fan d'humour. OK? Il a l'air d'un rocker, il a les cheveux complètement rasés, il a 70 ans, grosse barbe blanche comme ça, t-shirt Iron Maiden, et il pèse 260 livres, il mesure 5 pieds 5, OK? Il est seul, ça se fait avec des bad boys du rire, il est seul. Il y a des blancs dans la salle derrière, mais lui, il est au premier rang, il est arrivé tôt, il est seul, on le voit clair. Tout le long du show, il est mort de rire, il est mort de rire, il est mort de rire. À la fin du show, il vient nous voir. Puis il dit, il faut que je vous parle parce que vous m'avez fait quelque chose là, les gars.
je sais même plus, j'espère que vous le prendrez pas mal. Et il me dit ça. Il dit, moi, je suis venu ici parce que je suis un fan d'humour. Je savais que c'était un show noir, machin. Moi, j'avais mes propres a priori de c'est quoi un noir. Parce que les médias, parce que la télé, parce que Normand Bratoit, parce que, es-tu Normand Bratoit ou es-tu gang de rue? À partir de là, on a réglé. Puis il dit, le premier, il monte sur scène, il est hilarant. Puis moi, je suis comme, my God, mon Dieu, que je me suis trompé sur les noirs. Voici un noir que je savais même pas qu'il existait. Le deuxième embarque, il est drôle, puis une autre claque parce qu'il est tellement différent du deuxième. Troisième arrive, puis il y en a eu 10 comme ça. Il dit, les gars, j'ai 70 ans. Vous avez ouvert mon cerveau parce que je ne savais pas que ces gens-là existaient. Maintenant, c'est un monsieur de 70 ans. Moi, j'ai fait mon spectacle au Festival Longueuil Comique. Il y a un couple. Ils ont 90 ans, mon gars, ils tiennent à peine, OK? Bro, pendant mon one-man show, un show que je qualifie de pro-black à mort, OK? Il est drôle, mais il est pro... Des vieux, je te dis, 80-90, à côté, un sur l'autre, comme ça, tout l'autre, tu vois. Tu sais, le média pense que le Québec est raciste. Les décideurs pensent que le Québec est comme eux. Mais quand je dis comme eux, sens où le Québécois, il en a rien à foutre de ta job, Jean-Paul. La vérité, il va falloir que tu admettes au Québec que la raison pour laquelle tu n'as pas fait rentrer des gens qui ne te ressemblent pas, c'est que tu t'es dit que si ces gens-là, ça marche, il n'y aura plus de raison pour toi. Fait que pour que toi, tu aies une job pour le reste de ta vie, tu vas couper le Québec des autres. Puis comme de toute manière, même toi qui as accès, tu n'en vois pas d'intérêt. Parce que fondamentalement, tu es un homme blanc puis tu es un peu raciste. Tu as empêché le Québec pendant 30 ans de progresser culturellement. Tu as décidé qu'à l'intérieur de 100 artistes potentiels, tu allais choisir ceux que tu trouvais intéressants. Puis là, je parle de 100 artistes de toutes les couleurs. Tu allais choisir à partir des 60 blancs, même si les 40 autres étaient meilleurs que les 30 blancs que tu as pris. Et c'est 30 ans de ça, le show business québécois. Ah non, excuse-moi. Il y a un noir qui est le même depuis le début des temps, tu vois. Puis quand il devient trop vieux, un peu alcoolique, Normand Bratoit, on le change, on trouve un nouveau. Puis il y en aura un qui va tenir sa place. Puis éventuellement, on a dit, c'est quoi, on fait rentrer un arabe, viens, OK, tu sais, mais c'est un à la fois. La société québécoise est-elle raciste? Et des fois, les gens me disent, Renzel, est-ce que tu penses que le Québec, il est raciste, genre envers les Noirs, envers les Autochtones? Puis je suis comme, avant de répondre à cette question, demande-le à un Autochtone. Parce que si tu sais comment les Autochtones sont traités dans tous les coins du Québec, sont autrisés, sont déshumanisés, puis que le niveau de sympathie du Québécois lambda, entre autres à cause de l'éducation qu'il y a au travers des médias, puis tout machin, sens où ils ne voient pas des êtres humains, ils voient des autres là-bas. Puis les autres là-bas, c'est chez eux. C'est chez eux. Puis ils sont traités comme des autres. Ils sont traités exactement comme moi. Fait que sur cette base-là, ouais, l'image du Québec, je ne dis pas que les gens ne sont pas pleins d'amour, pleins de sympathie. Je suis en train de te dire, on n'est même pas proche d'être le peuple progressiste qui voit l'autre, sa culture, son héritage culturel comme quelque chose qui est tout aussi important qu'il est juste accessoire. Que penses-tu de la violence qu'Haroun Boisie a subie? Incroyable. Cela étant dit, quand j'ai vu ça, j'ai choisi de ne pas commenter. Parce que c'est quelqu'un qui me connaît, qui connaît mon discours, qui connaît comment je suis traité dans certains endroits. Puis c'est quelqu'un qui, au moment où il était irréprochable, n'a jamais décidé d'assainir l'espace de manière à ce qu'il soit bon pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de pouvoir. Ça, c'est la leçon à lui et à tous les autres. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, c'est le monde qu'il vient de souffrir. Il y a des gens comme moi, comme toi, comme d'autres qui essaient de changer. On n'a pas de pouvoir. Pourtant, on nous efface. Pourtant, on nous autrise. Pourtant, on choisit de décrédibiliser n'importe quoi des discours qu'on a, sachant qu'ils représentent le discours d'individus, puis de jamais adresser les... Et ils sont capables de voter des lois tellement vite pour tellement de choses. Le système fonctionne. Mais jamais, puis là, je dis les autres, les femmes qui souhaiteraient voir des règles, par exemple, les violences sexuelles chez les enfants, chez les jeunes filles à l'école. Mon Dieu, il y a un groupe de jeunes filles qui militent depuis 8 ans, 7, 8 ans maintenant déjà. Pas une loi d'adopter.
mais demande-leur de se voter une augmentation de salaire. Waouh! Waouh! Que penses-tu des gens dans la société québécoise qui insistent pour dire le N-word? Ils ont jamais vu un blanc prendre un coup parce qu'il a dit le N-word, c'est tout. Après ça va être réglé. Tu sais, le truc là, c'est quand je te disais tout à l'heure, on veut la justice, on veut pas la revanche. Tu sais, que ce soit Martineau, que ce soit tous ces gens-là, il y a le patch, machin, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle autour de ce débat. Tu vois? Sauf où, quand Guy il a essayé d'avoir le débat avec moi en ligne, il m'a écrit en DM pour me dire je vais arrêter de parler avec toi parce que les racistes vont commencer à rentrer dans le truc. Il n'a pas voulu s'imposer sur la suite. Bon. Euh, il n'irait jamais à Montréal-Nord faire un vox pop avec les gens là où il est seul. Tu sais, aller humain à humain savoir. Parce que je pense que la réponse, il la connaît. Mais il n'en a rien à... Tu sais, les gens à la télé qui font ce type de choses-là, j'en suis à comprendre qu'ils ne le font pas en résistance à moi. Ils le font comme un appel, comme quand les caribous sont en route ou je sais pas trop quoi, là, quand les femelles envoient le signal aux hommes. C'est leur manière à eux à dire aux autres racistes qui sont racistes. C'est- il y a- En 2025, il n'y a plus de raison au sens où les personnes intelligentes, les intellectuels, les gens qui essaient de travailler sur ça, le besoin d'avoir à exprimer le mot en haine peut être justifié pour plein. Mais comme on est des gens intelligents, on est capable de dire mot en haine et savoir de quoi ça dit. Et je dis souvent aux Blancs qui se posent la question, parce qu'une fois de temps en temps, ils ne comprennent pas la résistance, puis je leur dis, tu sais, ce mot-là, c'est un mot qui est plein de vitriol, c'est plein d'acide. Il y a pas d'amour dans ce mot. Après, si tu veux choisir d'utiliser ce mot, tout ce que tu envoies comme message aux Noirs qui t'entourent, c'est qu'il n'y a pas de différence entre toi et le pire d'entre vous. Mais en même temps, quand tu choisis d'utiliser le mot en haine, ce que tu dis, c'est l'inverse. Que tu sais que ça existe, que tu connais les sensibilités et que tu fais un choix d'être un être humain dans l'espace qu'on occupe tous les deux. C'est à ça que Guy Lepage fait affront. C'est à ça que Mathieu Bocoté fait affront. C'est à ça que tous ces gens qui choisissent d'utiliser ces mots-là dans l'espace public, sachant que nous, on est des personnes, tu sais, je te dis tout à l'heure, ces blancs-là, là, ils aiment ça de faire de nous des individus quand ça leur plaît. Mais des gens qui me ressemblent, qui ont 8 ans, 7 ans, 9 ans, qui sont à l'école primaire, que les enfants vont répéter, puis que eux savent ce que ça veut dire parce que ce n'est jamais dit par amour, tout ce que ça a fait, c'est engendrer de la haine, et cette haine ne vient pas de nous. C'est quoi ton constat de la lutte antiraciste au Québec depuis que tu es activiste? Non, ben, déjà, à la base, tu sais, moi, le activiste, c'est quelque chose que je porte depuis très peu avec, tu sais, confortablement. Parce que mon premier spectacle s'appelle Activiste malgré moi, où j'essaie d'expliquer que ouais, moi, je suis un gars qui fait un chiffre là, en ce moment, mais c'est pas mon job. Tu sais, là où il y a des gens qui se lèvent le matin avec ça, qui se couchent avec ça, il y a des gens qui en font une vocation. Tu sais. Moi, je suis un gars avec une vitrine qui, pendant la pandémie, là où on m'a dit reste chez toi, j'ai décidé de prendre. Non, j'aimerais voir un monde où les gens qui parlent un peu comme moi sont légitimisés, que sont normalisés surtout. Tu sais, moi, je suis dans le show business depuis 25 ans maintenant. Euh, je sais pas, j'avais 12 ans quand Fresh Prince of Bel-Air a commencé à la télé. Puis c'était la première fois que j'avais quelque chose en commun à discuter avec certains de mes amis blancs, tu vois, parce qu'eux aussi ils regardaient. Euh, Tu sais, à l'intérieur du métier que j'occupe, j'aspire à aider à créer un monde qui normalise nos réalités. Euh, je pense que tous les activistes doivent apprendre à se réinventer. Euh, Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'au Québec, moi, je sais que j'ai eu une peine à gérer personnelle, d'avoir l'impression, d'avoir l'impression d'éteindre des feux, puis des fois de me retourner puis de me rendre compte que les gens, ils sont même pas conscients. Tu vois? Puis avec raison, hein, je leur en veux pas. Tu sais, là où il y a un feu important,
tu t'attendrais à ce que les autres acteurs, peu importe leur couleur de peau, s'investissent, existent, légitimisent, normalisent, mais souvent, quand il y a le feu dans notre cour, on est les seuls à parler de ces choses-là. Euh, je pense que quand je te dis ça, j'ai besoin de voir. Je dis ça que je suis pas un activiste, je suis juste un gars qui fait un chiffre en espérant d'inspirer d'autres gens à comprendre que c'est pas un métier, c'est pas quelque chose pour lequel je suis payé et que si tu veux pas te lever la tête et te dire, hey, comment le monde n'a pas changé, ben, si tu n'as rien mis pour qu'il change, ben, il changera pas. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en avant. Il n'y a rien qui va changer tant que les citoyens lambda sentiront pas qu'ils ont besoin d'activer l'activisme en eux aussi. Que ce soit nous, on peut se rassembler plus, on peut s'organiser plus, tout ça c'est vrai, mais tant qu'on est les quelques-uns d'entre nous à éteindre des feux, se retourner qu'on est seul, c'est chaud. Est-ce que tu essaies de conscientiser les gens et de les politiser aux enjeux sociaux quand tu passes sur différents podcasts? Mon Dieu, si on parle de mon analyse des choses, je suis même pas sûr que le citoyen lambda est rendu là. Moi, je suis né ici, right? Je te dis, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu ailleurs, mais j'ai grandi ici toute ma vie. Puis, une des choses que j'ai ramené avec moi de mes voyages, des choses que j'aurais apprises, tu sais, chaque citoyen, qu'il soit né ou qu'il soit naturalisé par la suite, tu sais, c'est comme si je te dis, chaque citoyen reçoit une tarte. C'est une tarte qu'il devra gérer pour lui-même tout le reste de sa vie. Okay? Ça, c'est comme la loi qu'il prévoit. Mais la manière qu'on vit, qu'on est socialisé, que les gens nous socialisent, c'est qu'ils nous disent, et on nous fait sentir, puis on grandit comme ça, qu'on devrait juste considérer peut-être le tiers de la tarte. Tu vois, que oui, on a la tarte, mais que juste nous, les autres, c'est tout. Nous, c'est un tiers. Et aujourd'hui, quand je fais des lives, quand je fais des podcasts, quand je parle de violence policière, de l'inactivité politique, de racisme éditorial, ce que j'essaie de faire auprès des gens qui me ressemblent, c'est de leur inculquer qu'ils ont droit à leur pleine tarte. Que le fait que l'information soit traitée différemment pour eux, que ça, c'est des gens qui répondent à est-ce que tu es un tiers de tarte, toi, ou tu es un pleine tarte? Et que si tu réponds à leur niveau, tu réponds que tu es une pleine tarte. Et moi, j'essaie de leur apprendre à dire je refute ta question parce que moi, j'ai une pleine tarte. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.